10 novembre 1943, après-midi, l'ère probateur de l'installation d'essai d'aéronefs primaires de l'Allemagne. Hans Werra, chef pilote d'essai, marchait sur le tarmac vers un République P-47 Thunderbolt qui avait été capturé 2 semaines plus tôt. L'aéronef était assis là comme une insulte aux sensibilités de l'ingénierie allemande, grotesquement gras, maladroit, une bouteille de lait volante, comme les pilotes allemands l'avaient surnommé. Lurch avait lu les briefings de renseignement. Les aéronefs américains étaient des machines brutes, produites en masse, construites par une nation plus compétente dans la fabrication de réfrigérateurs que le chasseur. Le P-47 était censé être l'exemple parfait. Lourd, non sophistiqué, s'appuyant sur la force brute plutôt que sur l'ingénierie élégante. Les chasseurs allemands comme le Messerschmitt 109 et le Focke-Wulf 190 étaient des instruments de précision. Le P-47 était un marteau-pilon, ou du moins c'est ce que disait le briefing. Lurch était sur le point de découvrir quelque chose qui ébranlerait sa compréhension de la philosophie de l'ingénierie jusqu'à ses fondements. Les Américains n'avaient pas construit un aéronef brut, ils avaient construit quelque chose de bien plus dangereux, un aéronef pratique. Un aéronef conçu non pas pour les as, mais pour les armées. Non pas pour battre des records, mais pour briser les ennemis par le simple nombre écrasant et la disponibilité opérationnelle implacable. En 90 minutes, Lurch serait assis à son bureau et écrirait un rapport qui serait classé et ignoré. Mais l'histoire lui donnerait raison. L'Allemagne construisait des chasseurs pour l'excellence individuelle. L'Amérique construisait des chasseurs pour la guerre industrielle. Et dans la guerre totale, cette différence s'avérerait décisive. Hans Werra Letsche volait depuis l'enfance. Né en 1916 à Breslau, il avait commencé avec des planeurs au début des années 1930, se frayant un chemin par la pure détermination malgré les moyens limités de sa famille. Quand Hitler est arrivé au pouvoir et que l'Allemagne a commencé son réarmement secret, Lurch a trouvé des opportunités qui s'ouvraient. En 1939, il était pilote d'essai à Rechlin, l'équivalent de la Luftwaffe du Wright Field américain ou du Warnburg britannique. Contrairement aux pilotes de combat qui volaient un ou deux types d'aéronefs de manière intensive, Lurch volait tout, les nouveaux prototypes allemands, les aéronefs de production, les avions ennemis capturés. Son carnet de vol enregistrerait finalement plus de 120 types d'aéronefs différents. C'était un ingénieur aéronautique formé, et ses rapports étaient connus pour leur honnêteté technique brutale. Quand un aéronef était inadéquat, il le disait. Quand une conception ennemie était supérieure, il la documentait. Cette honnêteté lui avait fait des ennemis parmi les officiels nazis qui préféraient les évaluations optimistes aux évaluations exactes. Mais son expertise était trop précieuse pour être rejetée. Si Hans Werra disait qu'un aéronef était bon ou mauvais, les gens écoutaient, même s'ils n'aimaient pas toujours ce qu'ils entendaient. Le P-47 Thunderbolt, assis sur le tarmac de Rechlin, avait une histoire intéressante. Son pilote, le lieutenant William Roach du 458e escadron de chasse, 355e groupe de chasse, s'était perdu par mauvais temps lors d'une mission d'escorte le 7 novembre 1943. Tout son vol était devenu désespérément à court de carburant. Le chef de vol s'était écrasé sur une plage. Un autre pilote avait sauté au-dessus de la mer du Nord. Un seul était revenu en Angleterre, de justesse. Roach avait repéré ce qu'il pensait être un aérodrome dans le sud de l'Angleterre. Il avait atterri en toute sécurité, suivi un véhicule au sol jusqu'à une zone de stationnement et avait arrêté son moteur. Ce n'est qu'alors qu'il avait réalisé la vérité horrible. Il n'était pas en Angleterre. Il était à une base de la Luftwaffe en France. Les soldats allemands s'approchaient avec des armes dégainées. Roach était maintenant prisonnier de guerre. Son aéronef, surnommé Beetle, était maintenant la propriété allemande. La Luftwaffe avait agi rapidement. Les chasseurs alliés patrouillaient dans les cieux, mitraillant toute cible précieuse. Beetle avait été piloté vers l'intérieur jusqu'à Rechlin avant que les chasseurs américains ou britanniques ne puissent le détruire. Maintenant, il était assis en attente d'évaluation, peint en camouflage de la Luftwaffe avec le code T9 plus FK, le marquage de la célèbre unité de démonstration Zircus Rosarius. Lurch avait entendu les commentaires dédaigneux d'autres pilotes. Le P-47 était une blague. Trop lourd, trop gros, trop américain. Il représentait tout ce qui n'allait pas dans la philosophie de conception américaine. Brut, non raffiné, s'appuyant sur des moteurs massifs pour compenser une mauvaise aérodynamique. Mais Lurch avait appris à ne pas faire confiance aux premières impressions. Il avait volé assez d'aéronefs alliés capturés pour savoir que les ingénieurs britanniques et américains étaient hautement compétents. S'ils avaient conçu un aéronef de cette façon, ils avaient des raisons. Son travail était de comprendre ces raisons.
En s'approchant de Beetle, il nota la pure taille. Le moteur radial était énorme, le fuselage construit autour de lui comme un tonneau. Le train d'atterrissage était épais et robuste. Tout dans l'aéronef criait lourdeur. Les chasseurs allemands étaient élancés, élégants, optimisés pour l'agilité et la performance. Cette chose avait l'air d'avoir été conçue par des constructeurs de navires, pas par des ingénieurs aéronautiques. Lurch a commencé son inspection de tours complet. La qualité de construction était immédiatement apparente. Des soudures propres, des joints de panneaux précis, des matériaux de haute qualité partout. Ce n'était pas une fabrication brute, c'était une production de masse sophistiquée. Et il y avait une différence, l'aéronef avait été construit selon des tolérances que les usines allemandes, de plus en plus surmenées par la guerre, avaient du mal à maintenir. Lurch monta dans le cockpit et comprit immédiatement pourquoi les pilotes allemands se plaignaient. Le cockpit était énorme, absolument énorme, comparé aux confins exigus d'un Bf-109. Un pilote allemand habitué à son aéronef, s'ajustant comme un gant serré, se sentirait perdu dans tout cet espace. Mais alors que Lurch s'installait dans le siège, il réalisa quelque chose. Ce n'était pas un défaut, c'était une conception délibérée. Dans un Bf-109, Lurch devait se pencher pour éviter de continuer à se cogner la tête contre la verrière. Le cockpit était si étroit que l'accès aux instruments était difficile, et les missions longues étaient physiquement épuisantes. La philosophie de l'ingénierie allemande privilégiait la performance. Si le confort du pilote en souffrait, c'était acceptable. Le cockpit du P-47 était confortable, non pas seulement adéquat, mais véritablement confortable. Le siège était bien rembourré. Il y avait de la place pour se déplacer, s'étirer, ajuster sa position pendant les longs vols. La verrière était haute et claire, offrant une excellente visibilité. Tout était à portée facile, sans effort. Lurch a commencé à examiner les instruments et les commandes. Voici quelque chose de remarquable. Le panneau d'instruments utilisait un code couleur. Les sections rouges et vertes marquaient les plages de fonctionnement acceptables pour le moteur. Un pilote pouvait surveiller l'état du moteur d'un coup d'œil sans lire les chiffres réels. Alors Lurch a compris pourquoi. Selon les rapports de renseignement, les unités de chasseurs américains comprenaient des pilotes de plusieurs pays. Français libres, polonais, même certains pilotes qui parlaient à peine l'anglais. Le code couleur signifiait qu'un pilote qui ne pouvait pas lire l'anglais pouvait toujours faire fonctionner l'aéronef en toute sécurité. Le vert signifiait bon, le rouge signifiait danger, universel et intuitif. C'était brillant, non pas d'un point de vue d'ingénierie pure, mais d'un point de vue opérationnel. Les instruments allemands exigeaient une compréhension précise des spécifications et des limites. Le P-47 avait été conçu de sorte qu'un pilote ayant une formation minimale pouvait le faire fonctionner en toute sécurité. Ce n'était pas l'ingénierie brute, c'était une conception d'ingénierie inclusive qui reconnaissait les facteurs humains. Lurch continua son inspection. L'agencement des commandes était logique et bien organisé. L'accélérateur, le contrôle du mélange et le pas de l'hélice étaient tous regroupés ensemble sur le côté gauche. Les commandes du système de carburant étaient clairement étiquetées. Tout était conçu pour la facilité d'utilisation. Les chasseurs allemands étaient conçus pour les pilotes experts. Le Bf-109 était notoirement difficile à manier au décollage et à l'atterrissage, avec un train d'atterrissage étroit qui rendait les tonneaux au sol courants. Il fallait de la compétence pour le maîtriser. La Luftwaffe acceptait cela, parce que son programme d'entraînement produisait des pilotes compétents. Mais Lurch savait qu'à la fin de 1943, le programme d'entraînement de la Luftwaffe s'effondrait. Les pénuries de carburant signifiaient que les nouveaux pilotes recevaient un temps de vol minimal avant d'être jetés au combat. L'entraînement élaboré qui avait produit des pilotes experts en 1939 et 1940 n'existait plus. L'Allemagne avait besoin d'aéronefs que les pilotes novices pouvaient piloter en toute sécurité, mais ils construisaient toujours des aéronefs pour les as. Lurch parcourut la liste de contrôle avant le vol. Le manuel était clair et complet avec des procédures étape par étape. Les manuels allemands supposaient l'expertise du pilote, les manuels américains supposaient l'ignorance du pilote et expliquaient tout en détail. Il démarra le moteur, le Pratt & Whitney R280 double guêpe rugit pour prendre vie avec un son distinctif. Et puis Lurch remarqua quelque chose qui deviendrait un thème récurrent dans son évaluation. Le moteur tournait régulièrement, magnifiquement régulièrement. Il avait piloté suffisamment d'aéronefs américains pour reconnaître ce schéma. Les moteurs américains étaient constamment réguliers et fiables. Les moteurs allemands, particulièrement tard dans la guerre, étaient de plus en plus capricieux. La qualité de la fabrication variait d'une usine à l'autre. Les pièces de rechange ne s'ajustaient pas toujours correctement.
Les moteurs qui fonctionnaient parfaitement quand ils étaient neufs développaient des problèmes après une utilisation minimale. Le R2008-8 au ralenti fonctionnait comme s'il pouvait tourner éternellement. Aucune vibration, aucun point faible, aucun bruit préoccupant, juste un fonctionnement lisse et puissant. C'était la production de masse à un niveau que l'Allemagne ne pouvait pas égaler. Construire un moteur parfait en laboratoire était une chose. Construire des milliers de moteurs fiables et constants en était une autre entièrement. Lurcher a reçu l'autorisation et a roulé vers la piste. Voici une autre révélation. Le train d'atterrissage du P-47 était large et robuste. La roulette de queue s'est verrouillée en place, maintenant l'avion en ligne droite. Le roulage était facile, la visibilité était bonne et l'avion semblait stable. Dans un Bf-109, la manœuvre au sol était un défi constant. Le train d'atterrissage étroit rendait l'avion instable. La visibilité au-dessus du nez était mauvaise. Les pilotes inexpérimentés faisaient fréquemment des tonneaux au sol pendant le roulage ou l'atterrissage, endommageant l'avion même sans action ennemie. La Luftwaffe acceptait ces caractéristiques comme le prix de la haute performance. Le P-47 a été conçu pour être exploité à partir de terrains d'aviation avancés accidentés par des pilotes de niveaux de compétences variés. Le train d'atterrissage robuste pouvait absorber les atterrissages brutaux. La bonne manœuvre au sol signifiait moins d'accidents. Dans ses mémoires, Lers écrirait plus tard qu'il avait oublié de verrouiller la roulette de queue une fois et avait failli faire un tonneau au sol, mais l'avait rattrapé juste à temps. Le fait qu'il ait pu le rattraper, que l'avion soit assez indulgent pour se sauver, aurait été impossible dans un Bf-109. Lurch s'est aligné sur la piste et a augmenté les gaz. L'accélération était impressionnante. Le moteur massif poussait le chasseur lourd vers l'avant avec autorité. La course au décollage était plus longue qu'un chasseur allemand, mais pas excessivement. L'avion s'est soulevé en douceur et Lurch a rétracté le train d'atterrissage. En montant en altitude, Lers a testé les caractéristiques de maniabilité. Le P-47 n'était pas agile au sens allemand. Il ne tournait pas serré, il n'avait pas la réponse instantanée d'un Bf-109 ou FW-190. Mais il était stable, prévisible et solide. Lurch a expérimenté les volets à altitude sûre. Comme il l'avait noté dans ses mémoires, le système hydraulique fonctionnait en douceur. Tout fonctionnait comme prévu, il n'y avait pas de bizarreries, pas de comportements inattendus, pas de système qui nécessitait une gestion prudente. C'était le modèle qui émergeait. Le P-47 n'était pas le chasseur le plus agile, ce n'était pas le plus rapide à basse altitude, il n'excellait pas dans les combats aériens traditionnels, mais il était compétent dans tous les domaines, fiable dans tous les systèmes et indulgent face aux erreurs des pilotes. Les chasseurs allemands étaient des pur-sang tempéramentaux. Le P-47 était un cheval de trait, et Lur commençait à comprendre que dans la guerre industrielle, les chevaux de trait gagnaient. En altitude, elle a testé les performances. Au-dessus de 15 000 pieds, le turbocompresseur du P-47 s'est montré à la hauteur. L'avion a accéléré en douceur et a maintenu la puissance là où les chasseurs allemands suffoquaient dans l'air raréfié. Les performances en piqué étaient impressionnantes. La vitesse de roulis était excellente pour un avion de cette taille. Lurcher a volé pendant environ 90 minutes, mettant le Thunderbolt à travers diverses manœuvres. L'avion ne l'a jamais surpris négativement. Tout fonctionnait comme il se devait, le moteur n'a jamais failli. Les commandes sont restées réactives, les systèmes sont restés fonctionnels. Et c'est à ce moment que Lurch a compris la vérité plus profonde. Le P-47 n'a pas été conçu pour être le chasseur ultime. Il a été conçu pour être le chasseur opérationnel ultime. Il y avait une différence et elle était profonde. Les ingénieurs allemands ont conçu pour la performance maximale. Les ingénieurs américains ont conçu pour les opérations soutenues. Un Bf-109 en parfait état, piloté par un pilote expert, aurait pu surpasser un P-47 dans un combat aérien. Mais à quelle fréquence un chasseur allemand était-il en parfait état ? À quelle fréquence les pilotes étaient-ils des experts ? À quelle fréquence les mécaniciens pouvaient-ils effectuer l'entretien précis requis ? Le P-47 a été conçu en supposant que l'entretien serait effectué par des mécaniciens de niveaux de compétences variés, utilisant des pièces provenant de différents lots de production, dans des conditions de terrain, possiblement sous le feu ennemi. Il a été conçu en supposant que les pilotes pourraient être fatigués, stressés, blessés ou insuffisamment entraînés. Il a été conçu en supposant que les avions subiraient des dommages de combat et devraient continuer à voler. Chaque décision de conception avait du sens une fois qu'il comprenait cette philosophie. La construction robuste, la maniabilité indulgente, les commandes intuitives, le moteur fiable,
Tout cela servait la disponibilité opérationnelle. Lurch est revenu à Rockland et a atterri. L'atterrissage était simple, le train d'atterrissage robuste absorbant le toucher en douceur. Il a roulé jusqu'au hangar et a arrêté le moteur. Les membres de l'équipe au sol se sont rassemblés, impatients de connaître son évaluation. Que pensait-il du grotesque chasseur américain ? Lurcher est descendu et s'est tenu à regarder l'avion pendant un long moment. Puis il a dit quelque chose qui les a surpris. C'est le chasseur opérationnel le mieux conçu que j'ai jamais piloté. Les mécaniciens ont l'air confus. Le mieux conçu ? C'était énorme, lourd, inélégant. Comment pouvait-ce être bien conçu ? Ce n'est pas conçu pour la performance, a expliqué Lurch. C'est conçu pour les opérations, et il y a une différence. Ce soir-là, Lurch s'est assis à son bureau et a commencé à rédiger son rapport technique. C'était toujours la partie la plus importante de son travail. Piloter l'avion était une chose, comprendre ce que cela signifiait stratégiquement en était une autre. Il a organisé son rapport en sections: performance, maniabilité, système et évaluation stratégique. Dans la section performance, il a documenté les faits objectivement. Le P-47 était rapide en altitude, lent à basse altitude. Les performances en piqué étaient excellentes, les performances en virage étaient adéquates mais pas exceptionnelles. La vitesse de montée était bonne, les performances en haute altitude étaient exceptionnelles grâce au turbocompresseur. Dans la section maniabilité, il a noté les caractéristiques stables et prévisibles, la manœuvre au sol facile, le comportement en vol indulgent, la bonne visibilité, le cockpit confortable pour les missions de longue durée. Dans la section système, il a détaillé les instruments codés par couleur, la disposition intuitive des commandes, la construction robuste, le moteur lisse et fiable. Mais c'est dans la section évaluation stratégique que Lurch a écrit quelque chose qui s'avérerait plus tard prophétique. Bien que son rapport serait classé et ignoré, le P-47 Thunderbolt représente une philosophie de conception fondamentalement différente de celle des chasseurs allemands. Les avions allemands sont optimisés pour la performance maximale et supposent des pilotes et un entretien expert. Le P-47 est optimisé pour la fiabilité opérationnelle et suppose des pilotes moyens et un entretien de terrain. Cet avion est conçu pour être exploité en grand nombre par des pilotes de niveaux de compétences variés. La maniabilité indulgente signifie moins d'accidents. La construction robuste signifie que plus d'avions reviennent des missions. Le moteur fiable signifie plus de temps de fonctionnement et moins d'entretien. Les commandes intuitives signifient une formation plus rapide. Plus significativement, chaque décision de conception privilégie les opérations soutenues par rapport à la performance maximale. Les Américains n'ont pas consiblité, c'était le meilleur chasseur. Ils avaient construit le chasseur le plus opérationnel, et ils pouvaient le produire en nombre que nous ne pouvions pas égaler. Lurch fit une pause, réfléchissant à la façon de formuler sa conclusion. Il savait qu'elle serait controversée, possiblement même dangereuse, mais l'exactitude était plus importante que le confort. Évaluation. Le P-47 n'est pas une ingénierie brute, c'est une ingénierie opérationnelle sophistiquée. L'Allemagne construit des chasseurs pour l'excellence individuelle. L'Amérique construit des chasseurs pour la guerre industrielle. Si les Américains peuvent déployer des centaines de ces aéronefs pilotés par des pilotes adéquatement entraînés, nos avantages numériques et qualitatifs seront annulés par la simple disponibilité opérationnelle. Recommandation. La philosophie de conception des chasseurs allemands doit intégrer la fiabilité opérationnelle comme exigence primaire, non comme considération secondaire. Nous ne pouvons pas gagner une guerre d'usure contre un ennemi qui peut maintenir plus d'aéronefs opérationnels de manière plus cohérente. Il signa le rapport et le soumit par les canaux appropriés. Le rapport de Lurch remonta la structure de commandement. Il fut lu, discuté et finalement classé. La conclusion fut rejetée comme excessivement pessimiste. Le P-47 était toujours une conception américaine brute. Les chasseurs allemands étaient supérieurs. Fin de la discussion. Mais les prédictions de Lurch commencèrent à se réaliser presque immédiatement. Au début de 1944, les P-47 Thunderbolt apparurent au-dessus de l'Allemagne en nombre massif. Ils escortaient les formations de bombardiers américains profondément dans le Reich. Et ils continuaient à venir, jour après jour, mission après mission. Les chasseurs allemands les interceptaient, et parfois les abattaient. Mais le lendemain, il y avait plus de P-47, toujours plus. Les pilotes de la Luftwaffe signalèrent leur frustration. Ils endommageaient des P-47 qui auraient dû être détruits seulement pour les voir rentrer à la maison.
Ils abattaient des pilotes américains un jour et rencontraient des pilotes américains différents dans de nouveaux P-47 le lendemain. L'approvisionnement semblait sans fin. Pendant ce temps, la production de chasseurs allemands était en difficulté. Les bombardements alliés ont perturbé les usines. Les pénuries de matériaux ont forcé des compromis. Le contrôle de la qualité a souffert, alors que les travailleurs expérimentés étaient mobilisés et remplacés par du travail forcé. Les avions qui auraient dû être fiables ont développé des problèmes. Les moteurs tombaient en panne prématurément, les systèmes dysfonctionnaient. L'écart de disponibilité opérationnelle s'élargissait. La Luftwaffe pouvait avoir plus d'avions sur le papier, mais moins volaient réellement un jour donné. Les unités américaines maintenaient une disponibilité opérationnelle plus élevée parce que leurs avions étaient conçus pour cela. Lurch a continué son travail à Reclam, volant davantage d'avions capturés et rédigeant davantage de rapports. Il a piloté un Mustang P-51 capturé et a été impressionné par sa combinaison d'autonomie et de performance. Il a piloté des Spitfires, des Hurricanes, des chasseurs soviétiques. Chaque évaluation a renforcé la même conclusion. Les avions alliés ont priorisé la fiabilité opérationnelle. Le P-47 Beetle que l'URA avait piloté a finalement été envoyé au Zircus Rosario, une unité de démonstration spéciale de la Luftwaffe. Cette unité se déplaçait vers les bases de chasseurs de première ligne avec des avions alliés capturés, montrant aux pilotes allemands ce qu'ils affrontaient et comment les combattre. Ironiquement, cela signifiait que les pilotes allemands recevaient des briefings détaillés sur les forces et les faiblesses du P-47. Mais leurs propres avions n'étaient pas redessinés pour correspondre à ces avantages opérationnels. La guerre s'est poursuivie. Vers la fin de 1944, la Luftwaffe s'effondrait, non pas parce que les pilotes allemands manquaient de courage ou de compétences, mais parce que la base industrielle ne pouvait pas soutenir les opérations. Les avions restaient au sol faute de carburant. Les nouveaux pilotes recevaient une formation minimale parce que le carburant pour les vols d'entraînement n'était pas disponible. Les pièces de rechange étaient rares. Tout ce que Lurch avait identifié comme l'avantage américain, la durabilité opérationnelle, était absent de l'effort de guerre allemand. Hans-Werner Lurch a survécu à la guerre. Son habileté en tant que pilote d'essai et son vol prudent signifiaient qu'il n'avait jamais écrasé ou endommagé gravement un avion tout au long de sa carrière entière. C'était un dossier extraordinaire, particulièrement étant donné qu'il avait piloté plus de 120 types différents. Beaucoup d'entre eux étaient des avions ennemis capturés, sans manuel ni familiarisation préalable. Après la reddition de l'Allemagne, Lurch a été interrogé par des officiers du renseignement technique allié. Ils étaient fascinés par ses expériences en pilotant des avions alliés capturés. Ils ont trouvé ses rapports dans les dossiers allemands et lui ont posé des questions sur ses évaluations. Vous aviez conclu que les avions américains étaient supérieurs, non pas en performance, mais en conception opérationnelle. Un officier américain a dit « C'est une évaluation inhabituelle ». Lurch a hoché la tête. C'était l'évaluation la plus importante. Vos pilotes n'étaient pas nécessairement meilleurs que les nôtres. Vos avions n'étaient pas nécessairement plus rapides ou plus manœuvrables. Mais vous pouviez garder plus d'avions en vol plus régulièrement. Vous pouviez entraîner plus de pilotes. Vous pouviez soutenir des opérations que nous ne pouvions pas soutenir. Était-ce apparent quand vous avez piloté le P-47 ? Immédiatement. Chaque décision de conception avait du sens une fois que j'ai compris la philosophie. Vous ne construisiez pas pour la suprématie du combat rapproché, vous construisiez pour les opérations soutenues. Le cockpit confortable signifiait que les pilotes pouvaient voler des missions de 8 heures. La maniabilité indulgente signifiait moins d'accidents. Le moteur fiable signifiait moins de temps d'arrêt de maintenance. La construction robuste signifiait que les avions endommagés au combat rentraient à la maison. La direction allemande comprenait-elle cela ? Lurcher a ri amèrement. Mon rapport a été classé. L'évaluation était que j'avais été démoralisé en pilotant les avions ennemis et que j'avais perdu mon objectivité. L'ingénierie allemande était supérieure. L'ingénierie américaine était grossière. C'était la position officielle, et toute preuve contraire était rejetée. Si l'Allemagne avait adopté la philosophie de conception américaine, aurait-ce fait une différence ? Lurch a considéré la question attentivement. Vers 1943, probablement pas. La base industrielle allemande ne pouvait pas égaler la production américaine ou soviétique, indépendamment de la philosophie de conception. Mais si nous avions priorisé la fiabilité opérationnelle dès le début, nos chasseurs auraient été plus efficaces tout au long de la guerre. Nous avons perdu de nombreux avions à cause d'accidents, de défaillances mécaniques et de problèmes de maintenance qu'une meilleure conception aurait pu prévenir.
L'interrogatoire a révélé un schéma. Lurch n'était pas le seul ingénieur allemand qui avait reconnu les avantages de l'ingénierie alliée. Beaucoup avaient rédigé des rapports, beaucoup avaient fait des recommandations. Tous avaient été ignorés parce que les conclusions contredisaient l'idéologie nazie concernant la supériorité allemande. Les chiffres de production finaux racontaient l'histoire. Les États-Unis ont produit plus de 15 600 P-47 Thunderbolts pendant la guerre. À la production maximale, un Thunderbolt sortait de la chaîne de montage toutes les heures. L'Allemagne a produit environ 36 000 chasseurs monoplans au total sur tous les types pendant toute la guerre, et la production allemande a été constamment perturbée par les bombardements. Plus important encore, les avions américains maintenaient des taux de disponibilité opérationnelle plus élevés. Une unité avec 100 P-47 pouvait avoir 85 ou 90 avions disponibles pour les opérations un jour donné. Une unité allemande avec 100 chasseurs pouvait avoir 60 ou 70 avions disponibles, le reste étant immobilisé pour maintenance, manque de pièces ou pénurie de carburant. La multiplication était dévastatrice. Plus d'avions produits multipliés par des taux de disponibilité plus élevés, multipliés par une meilleure durabilité, égalait une supériorité numérique écrasante au point de contact. Dans ces dernières années, l'ERSIA a écrit ses mémoires pilote d'essai de la Luftwaffe volant des avions alliés capturés de la Seconde Guerre mondiale. Le livre fournissait des récits détaillés de ses expériences en pilotant tout, des bombardiers B-17 aux chasseurs P-51. Son évaluation du P-47 comprenait des observations techniques détaillées et sa célèbre citation sur le cockpit confortable comparé au Bf-109 exigu. Ce qui rend l'histoire de l'ERS importante n'est pas seulement qu'il ait piloté des avions capturés. De nombreux pilotes des deux côtés l'ont fait. Ce qui la rend importante, c'est qu'il comprenait ce qu'il voyait. En tant qu'ingénieur formé et pilote d'essai expérimenté, il pouvait évaluer non seulement si un avion était bon ou mauvais, mais pourquoi il était conçu de cette façon et ce que cela révélait sur la philosophie industrielle. Le P-47 Beetle que l'ERS a piloté en novembre 1943 représentait plus qu'un simple chasseur capturé. Il représentait une approche complètement différente de la guerre. L'Allemagne a abordé la Seconde Guerre mondiale comme si c'était encore la Première Guerre mondiale, où l'excellence individuelle et la technologie supérieure pouvaient gagner les batailles. L'Amérique l'a abordé comme une guerre industrielle, où les opérations soutenues et les nombres écrasants gagneraient les campagnes. Les chasseurs allemands étaient des machines magnifiques quand ils fonctionnaient parfaitement. Le Bf-109 et le FW-190 étaient véritablement d'excellents avions, mais quand ils fonctionnaient parfaitement, devint de plus en plus rare. La qualité de fabrication a décliné, la maintenance est devenue difficile, les pièces sont devenues rares, le carburant est devenu indisponible. Le P-47, en contraste, continuait à voler. Il absorbait les dégâts et rentrait à la maison. Il opérait à partir de terrains accidentés. Il pouvait être entretenu par des mécaniciens de compétences moyennes. Il pouvait être piloté en toute sécurité par des pilotes ayant une formation minimale, et il y en avait toujours plus. Leursers avait reconnu cela immédiatement. Son rapport en novembre 1943 a prédit avec précision ce qui se produirait au cours des 18 mois suivants, mais son rapport a été classé et oublié parce que la vérité était gênante. Si vous avez trouvé cette plongée profonde dans la philosophie de l'ingénierie et les décisions de conception convaincantes, assurez-vous d'être abonné. L'histoire est pleine de moments où la vérité évidente a été ignorée parce qu'elle contredisait les croyances confortables. Hans Werner Lecce a piloté le P-47 Thunderbolt et a immédiatement compris qu'il représentait une approche supérieure de la conception des chasseurs. Non pas une performance supérieure, mais des opérations supérieures. Sa récompense a été d'être ignoré et de regarder ses prédictions se réaliser, alors que la Luftwaffe était écrasée par un ennemi qui pouvait simplement maintenir plus d'aéronefs en vol de manière plus cohérente. La leçon est intemporelle. Dans un conflit prolongé, la fiabilité surpasse la performance maximale, la disponibilité opérationnelle surpasse la capacité maximale, et la philosophie de conception importe plus que l'excellence individuelle. Le P-47 n'était pas le meilleur chasseur de la Seconde Guerre mondiale, mais il aurait pu être le mieux conçu parce qu'il a été conçu non pas pour des spectacles aériens, ou des vols d'essai ou des records, il a été conçu pour la guerre. Et à la guerre, le camp qui peut continuer à combattre le plus longtemps gagne généralement.